Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Dans l'actualité de ce jeudi, je dormirai en prison tête haute. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy à la sortie du tribunal correctionnel de Paris ce matin. L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. Une condamnation avec mandat de dépôt et exécution provisoire, ce qui veut dire qu'il sera incarcéré dans les prochaines semaines, quoi qu'il arrive, et malgré son appel. C'est un séisme dans la vie politique française. Nicolas Sarkozy sera donc le premier ex-président à aller en prison. On reviendra sur les dessous et sur les conséquences de ce jugement historique avec l'avocat de l'ancien président, maître Christophe Ingrand, qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Avec Henri Guénaud aussi, son conseiller spécial et proche collaborateur. Nathalie Saint-Cric pour l'analyse politique. Et Noémie Schulz nous racontera cette matinée intense et électrique. Elle était dans la salle d'audience. Dans l'actualité également, 2 alertes en moins d'une semaine. Ça commence à faire beaucoup. Des drones non identifiés ont à nouveau survolé les aéroports du Danemark, les obligeant à fermer pendant plusieurs heures. L'OTAN dit prendre la situation très au sérieux et va aider Copenhague à se protéger. Et puis ce terrible drame à Dunkerque, un père de famille de 46 ans, employé de banque, a été retrouvé mort dans les toilettes du restaurant KFC 30 heures après sa disparition. Sa famille demande des explications à la chaîne de fast-food. C'est un coup de tonnerre dans la vie politique française. Il était 13h05 lorsque des cris de stupeur ont retenti au tribunal correctionnel de Paris à l'énoncé du jugement dans l'affaire du financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. L'ex-président a été condamné à une peine de 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Une condamnation assortie d'un mandat de dépôt, ce qui veut dire qu'il n'échappera pas à la prison. Il a été en revanche relaxé des faits de corruption et de financement illégal de sa campagne. Peggy Moget, Justine Wild et Guillaume Le Goff. Un ancien président de la République envoyé derrière les barreaux. Décision historique. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Son épouse Carla Bruni à ses côtés, il ne cache pas sa colère. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Plus tôt dans la matinée, c'est un couple serein qui se présente pourtant au tribunal. Nicolas Sarkozy semble confiant. Ses 3 fils l'accompagnent, image d'un clan soudé. L'audience est ouverte, débute la lecture du délibéré. L'ancien chef de l'État est relaxé des faits de corruption, de détournement de fonds et de financement illégal de campagne. En revanche, la juge le déclare coupable d'association de malfaiteurs, prononce une peine de prison et à la surprise générale, demande un mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire. Autrement dit, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à une mise sous écrou. Stupeur alors dans la salle d'audience, comme le raconte notre envoyé spécial. On a pu entendre des cris en quelque sorte retentir, notamment, alors pas des cris très bruyants, mais des cris de surprise du côté, bien sûr, des bancs des proches de Nicolas Sarkozy, son épouse, ses 3 fils venus aujourd'hui. L'ancien président fera néanmoins appel du jugement. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Dans un ultime geste de rancœur, Carla Bruni attrape la bonnette du micro des journalistes de Mediapart et la jette à terre. C'est ce média qui avait révélé l'affaire des soupçons de financement libyen.
Nicolas Sarkozy sera donc le premier ex-président de la République à aller en prison. Il sera convoqué le 13 octobre prochain pour connaître les modalités de son incarcération. Alors que veut dire précisément une condamnation assortie d'un mandat de dépôt différé avec exécution provisoire? Ce sont les termes techniques du jugement. A-t-il encore des voies de recours? Comment seront ses conditions de détention? Dans quelle prison va-t-il être incarcéré? Claire Vérove, Johanna Miel et Marc Félix font le point. Les avocats de Nicolas Sarkozy sortent de son domicile cet après-midi. L'ancien président a été autorisé à rentrer chez lui en attendant d'être incarcéré. Quelles sont les prochaines étapes? Le 13 octobre, Nicolas Sarkozy sera convoqué par le parquet national financier pour connaître sa date d'entrée en prison. Elle aura lieu dans un délai relativement proche, au maximum sous 4 mois, soit avant le 13 février. En attendant, l'ancien président reste libre. La justice considère qu'il ne risque pas de fuir. Nicolas Sarkozy peut-il encore échapper à la prison? Non. Même s'il fait appel, la justice a prononcé une exécution provisoire. Il doit être incarcéré avant le prochain procès. L'ancien président devrait être détenu dans un quartier dédié, comme il en existe à la prison de la Santé à Paris, en raison de son statut d'ancien chef d'État. C'est ça l'enjeu, c'est de s'assurer que la personne, du fait de sa notoriété et puis de ce qu'elle incarne aussi, ne va pas subir des violences, des quolibets ou des choses comme ça de manière démesurée de la part des personnes détenues qui l'entourent. Nicolas Sarkozy sera placé dans une cellule identique au reste de la prison. Même superficie, même aménagement. Il aura droit au même nombre de parloirs et d'appels téléphoniques que les autres détenus, mais il ne partagera pas sa cellule. A-t-il encore des recours ? Oui, une fois entré en prison, Nicolas Sarkozy pourra demander à être remis en liberté, en mettant en avant ce que l'on appelle ses garanties de représentation. Alors, les garanties de représentation, c'est l'absence de risque de fuite en quelque sorte. C'est quand vous avez des points d'attache suffisamment forts qui peuvent laisser penser aux magistrats que vous n'allez pas prendre la fuite. C'est par exemple une vie familiale, une vie professionnelle bien établie. Avant une telle décision, Nicolas Sarkozy passera donc au moins plusieurs jours en détention. Et pour justifier sa décision, la présidente du tribunal a souligné que les faits reprochés à Nicolas Sarkozy étaient d'une gravité exceptionnelle. Alors justement, s'il n'y a pas corruption, qu'est-ce qui est précisément reproché à l'ancien président? Que signifie cette condamnation pour association de malfaiteurs? Les explications d'Éric Pelletier, Noémie Schulz et José Bulestex. Pour préparer sa campagne présidentielle de 2007 et lui permettre d'accéder à l'Élysée. On ne construit rien sur la haine des autres. Nicolas Sarkozy s'est rendu coupable, selon le tribunal, de faits d'une gravité exceptionnelle et de nature à altérer la confiance des citoyens. Une association de malfaiteurs, selon le jugement, avec en première ligne plusieurs de ses proches. D'abord, son directeur de cabinet de l'époque, Claude Guéant, son ami Brice Hortefeux, et enfin l'intermédiaire Ziad Takieddine. Le but des 4 hommes, selon le jugement, obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'obtenir un financement de la campagne. Au tribunal aujourd'hui, Claude Guéant a été condamné à 6 ans de prison et Brice Hortefeux à 2 ans d'emprisonnement. Ils auraient directement négocié avec les dirigeants libyens en rendant compte à Nicolas Sarkozy de ses entretiens occultes. Des rencontres secrètes, des rencontres opaques, des rencontres que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas connaître. On va traduire ça autrement. Donc il savait. Pour le tribunal, Nicolas Sarkozy a laissé ses discussions prospérer, ce qui justifie sa condamnation. En épluchant les comptes de campagne, les juges n'ont toutefois retrouvé aucune trace d'argent libyen, aucune preuve que les discussions aient atteint leur but. Nicolas Sarkozy est donc relaxé des accusations de corruption et de financement illégal de campagne électorale. Le tribunal ne peut pas établir avec certitude qu'il y avait plus de 35 000 € en espèces dans cette campagne, même si ça ne peut pas être complètement exclu. Nicolas Sarkozy devra aussi verser une amende de 100 000 €. Au total, 8 personnes ont été condamnées dans cette affaire. Marine Le Pen a été une des premières à réagir après le jugement. Elle a dénoncé la généralisation de l'exécution provisoire. Dans le camp de l'ancien président, Bruno Retailleau a exprimé son soutien et son amitié à Nicolas Sarkozy. À gauche, les réactions étaient plus mesurées, voire ironiques. Alexandre Pérou, Mano Bouvier et Nicolas Hoer. Un ancien président derrière les barreaux, séisme judiciaire et coup de tonnerre politique. Une première
qui fait d'abord réagir dans la famille politique de Nicolas Sarkozy. Plusieurs fois son ministre, le maire de Nice, Christian Estrosi, fait part ce soir de sa tristesse. Je veux dire à ces millions de Français qui sont sans doute dans l'incompréhension ce soir qu'il reste dans mon cœur et comme dans le leur, je n'en doute pas un seul instant, celui qui a été et qui reste plus que jamais un très grand homme d'État au service de la France. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur démissionnaire et président des Républicains Bruno Retailleau apporte tout son soutien sans réserve à l'ex-président. Quand Laurent Wauquiez salue lui son action comme chef de l'État. Mais d'autres vont plus loin, comme le président du Sénat Gérard Larcher, qui s'interroge sur l'exécution provisoire de la peine, tout comme Marine Le Pen, condamnée elle aussi avec exécution provisoire en première instance en mars dernier. La généralisation de l'exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger au regard des grands principes de notre droit. Une remise en cause des institutions judiciaires, dénoncée ce soir par le patron du Parti socialiste. Je ne comprends pas que des femmes, des hommes qui sont censés incarner l'ordre républicain et accepter l'idée que ce que nous avons de plus précieux c'est l'état de droit, se mettent maintenant à critiquer la justice. D'autres se sont montrés plus ironiques, à l'image de la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Elle a détourné le slogan des Républicains, « La France des honnêtes gens », avec cette fausse affiche de Nicolas Sarkozy et François Fillon, désormais tous les deux condamnés par la justice. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi d'apprécier ce qui vient de se passer. Si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi, c'est cette injustice invraisemblable. Voilà ce qu'a dit Nicolas Sarkozy tout à l'heure à la sortie du tribunal. Nicolas Sarkozy, on a appelé aux Français. Alors justement, les Français, qu'en pensent-ils? Nous vous avons interrogé à Paris et en région. Catherine Rougerie, Antoine Morel. Électeur de Nicolas Sarkozy, sympathisants de droite comme de gauche, nous avons rencontré des dizaines de Français cet après-midi. Philippe Chapon avait voté Nicolas Sarkozy. Cet ancien commerçant accepte la décision de justice. Ça fait bizarre parce qu'on n'a pas coutume. Hein, c'est quand même pas courant de voir un président en prison. Mais ma foi, si, je veux dire, voilà, si c'est la loi, c'est la loi. S'il a été condamné, on respecte la loi. À Neuilly, fief de l'ancien chef d'État, une réaction domine. L'incompréhension. Un président de la République où il n'y a pas de preuves, normalement, il ne doit pas aller en prison. Je pense que c'est très triste, parce qu'il ne mérite pas ça. À Lyon, Thomas, 27 ans, a déjà voté LFI. Pour cet étudiant, aujourd'hui, la justice est passée. C'est le minimum pour ce genre d'affaires, quoi. Clairement, quand on voit ce que certaines personnes prennent pour beaucoup moins, on va dire qu'on est très content. Ouais. Son ami, professeur de philosophie, ne vote plus. Pour lui, cette condamnation révèle un affaiblissement de nos institutions. Le fait qu'il se soit fait condamner implique qu'en amont, il se soit cru au-dessus des lois. Et je pense que ça en dit beaucoup sur l'ensemble de la catégorie politique. Ce banquier avait voté Nicolas Sarkozy. Depuis, il a mis un bulletin pour d'autres partis et s'interroge sur l'état de la République. C'est triste plutôt, je dirais, d'un côté aussi pour la démocratie, parce qu'un président qui est condamné, alors qu'il devrait faire preuve d'exemplarité, ça montre, ça soulève des questions dans notre société, dans notre système, je dirais. Un ancien président qui va partir en prison. Une situation inédite qui a fait réagir de très nombreux Français aujourd'hui. Cette affaire libyenne n'est pas le premier procès de Nicolas Sarkozy, c'est le troisième, après les affaires Big Malion et celle des écoutes dites affaire Bismuth. Et à chaque fois, l'ancien président a été condamné. Julien Cholin, Mathias Barrois. Nicolas Sarkozy et la justice, une longue histoire et une ligne de défense quasi constante. L'ancien président se dit toujours victime d'injustice. Je suis stupéfait. Est-ce que la France est un État de droit et une démocratie? Ce jour-là, il se défendait déjà dans l'affaire libyenne, l'un des dossiers pour lesquels il est mis en cause depuis son départ de l'Élysée. En 2013, il fait pour la première fois face au juge dans l'affaire Liliane Bettencourt. L'entourage de la milliardaire accusait l'ancien président d'avoir profité de sa faiblesse pour financer sa campagne présidentielle. La justice prononce finalement un non-lieu faute de preuves.
Un an plus tard, Nicolas Sarkozy se retrouve à nouveau au palais de justice. Confondu par des écoutes téléphoniques, il aurait sous un faux nom corrompu un haut magistrat, le juge Azibert. Condamné, il réplique et met en cause le système judiciaire. J'ai estimé que la situation était suffisamment grave pour que je dise aux Français ce qu'il en était de l'instrumentalisation politique d'une partie de la justice aujourd'hui. En 2014, nouvelle affaire, Big Malion. Les juges suspectent cette fois un dépassement de frais lors de sa campagne électorale. Condamné en appel, il s'est depuis pourvu en cassation. Et toujours, lorsqu'il est interviewé, une même stratégie. Comme sur notre plateau en 2016, interpellé une nouvelle fois sur l'affaire libyenne. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. En février 2025, il apparaît bracelet électronique à sa cheville suite à l'une de ses condamnations, ayant obtenu à l'époque un aménagement de sa peine de prison. Une condamnation qui a tout de même valu à l'ancien président d'être déchu de sa Légion d'honneur en juin dernier. Et avec nous sur ce plateau, l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Christophe Ingrin. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Après cette condamnation inédite sous la Ve République, Nicolas Sarkozy condamné donc à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs avec mandat de dépôt. Est-ce qu'il s'attendait à une telle décision ? On s'attendait à tout type de décision. On s'est préparé à tous les cas de figure. On espérait une relaxe. Le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy, est innocent. Il le dit, il le clame, il l'affirme depuis des années. Le dossier, tel qu'il est ressorti des 14 semaines d'audience, était en charpie. Il y avait plus de contrepartie, il n'y avait plus de pacte de corruption. Tout ça avait disparu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le jugement, il a été relaxé, comme vous le disiez tout à l'heure, des faits de corruption, des faits de financement, des faits Mais pas d'association de malfaiteurs. C'est une voiture balai. C'est une voiture balai. Pour la présidente du tribunal, c'est extrêmement grave. C'est des faits d'une exceptionnelle gravité. Alors, c'est très contradictoire avec ce qu'on a entendu pendant qu'on nous expliquait la motivation du jugement. La raison pour laquelle il y a cette association de malfaiteurs, c'est qu'on dit, on reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir laissé 2 de ses collaborateurs, Brice Hortefeux, Claude Guéant, envisager la possibilité d'un financement de la campagne électorale par la Libye. C'est faux. C'est faux. Il n'y a rien dans le dossier. On leur reproche d'être allé en Libye, d'être allé démarcher des très proches de Mouammar Kadhafi, dont son beau-frère, c'est très très proche. On leur reproche l'intention d'avoir essayé d'aller demander de l'argent. Et on reproche à Nicolas Sarkozy le fait de ne pas de forcément le savoir, puisque c'était ses 2 proches conseillers. Oui, mais tout ça repose sur des suppositions. Il n'y a rien dans le dossier qui vient étayer ça. Il n'y a rien dans le dossier qui nous dit que pendant ces rencontres Guéant, Senoussi, Hortefeux, Senoussi, on a discuté du financement de la campagne à venir. Il n'y avait pas besoin de faire financer la campagne électorale de 2007 par la Libye. Nicolas Sarkozy était à la tête de l'UMP. L'UMP était à Nicolas Sarkozy. Il n'y avait aucun doute. Pourquoi voulez-vous qu'on aille demander à ce dirigeant libyen de financer une campagne alors qu'il n'y en a pas besoin ? Il n'y en a pas besoin. Et il y a eu la preuve, c'est ce que dit la présidente du tribunal, qu'il y avait des flux d'argent qui ont transité depuis la Libye. Et qui sont arrivés où ? Elle le dit, pas dans la campagne. Alors, c'est quand même un vrai sujet. Il y a de l'argent qui part de la Libye, on ne sait pas où il arrive, mais Nicolas Sarkozy est déclaré coupable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que la même présidente dit il n'y a pas de financement de la campagne électorale et il n'y a pas de détournement de fonds. Alors probablement, oui, sûrement, il y a de l'argent qui part de Libye. On ne sait pas où il arrive, en tout cas pas dans la campagne. On ne peut pas déclarer Nicolas Sarkozy coupable de ces faits. Elle l'a déclaré coupable de ces faits. Il devra donc aller en prison. Le 13 octobre prochain, il sera convoqué. Pourquoi il sera convoqué ? Pour qu'on lui explique les modalités de son incarcération ou pour entrer en prison ? Non, l'étape, enfin le processus judiciaire maintenant, c'est en effet plusieurs étapes, dont dans les semaines à venir, en effet, un rendez-vous pour qu'on établisse avec lui les modalités de la mise en œuvre de la décision du tribunal. Il sera incarcéré où ? Est-ce que vous le savez déjà ? J'en ai aucune idée. Il est très tôt. Je n'ai aucune idée. Vous savez, le délibéré a été rendu il y a quelques heures. Est-ce que vous avez des voies de recours ou est-ce que c'est terminé ? J'imagine que vous êtes en train d'examiner les possibles hypothèses de recours. Absolument. Mais aujourd'hui, à ce stade, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut l'empêcher de dormir en prison dans les prochaines semaines ? S'il y a quelque chose qui peut l'empêcher, on essaiera et on fera tout pour qu'il ne dorme pas en prison dans les semaines à venir. Pourquoi on fait tout ?
D'abord parce qu'il est innocent, mais c'est surtout parce que ça prive l'appel auquel il a droit de tout intérêt. Quand vous vous présentez devant une cour d'appel, dans 1 an maximum, c'est le délai maximum, en ayant commencé à purger votre peine, vous avez déjà quelques semaines, quelques mois de détention, vous arrivez avec les menottes, comme le président le disait. Enfin, vous savez, ça prive de beaucoup d'intérêt à l'appel. C'est pour ça que cette décision, la décision qui a été prise par le tribunal est incompréhensible. Comment il a réagi? On vous a vu lui parler au moment de l'énoncé du jugement. Comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il vous dit cet après-midi? Comment il encaisse? Il a une force, c'est qu'il se sait innocent. Il a une force et il se dit « j'ai subi 12 ans de calomnie ». Au bout de ces 12 ans de calomnie, on me dit au cours d'une audience, il n'y a pas eu de financement, le document Mediapart est un faux, il n'y a pas eu de détournement, il n'y a pas eu de corruption. Mais quand même... Association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Et donc, sur cette voiture balai, je vous condamne à 5 ans d'emprisonnement. Alors, il reste combatif, il est déterminé, il a cette force, je vous disais, de celui qui se sait innocent. On a 12 ans, si on a 12 ans à nouveau devant nous pour le démontrer, on les utilisera. Il a eu des mots très durs en sortant contre une décision qu'il juge scandaleuse, injuste. Il parle d'une condamnation d'une gravité extrême pour l'état de droit. C'est des mots très durs. Ça veut dire quoi? Qu'il pense que cette décision, que ce jugement est un jugement politique, motivé par la haine? Il a parlé de la haine contre lui. Écoutez, le même tribunal, il y a quelques mois, moins d'1 an, a relaxé François Bayrou dans l'affaire des assistants du Modem, parce que le tribunal disait « on ne peut pas fonder la culpabilité de quelqu'un sur une hypothèse, fût-elle vraisemblable ». C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a fondé la culpabilité de Nicolas Sarkozy sur une hypothèse. Mais vous dites que la justice est politique? Que cette décision, que ce jugement est politique, motivé par la haine, par une volonté de revanche contre Nicolas Sarkozy? Je ne dis pas du tout ça. Je dis qu'à la place de Nicolas Sarkozy, ne pas se voir appliquer des décisions de la jurisprudence qui est appliquée à d'autres, il n'est pas anormal qu'on s'interroge sur les raisons de ce sort particulier. Nicolas Sarkozy lui-même, pendant toute sa carrière, quand il était président, quand il était candidat, quand il était ministre, il a critiqué le laxisme de la justice, le fait que les peines ne soient pas assez sévères. Est-ce que la sévérité ne doit pas être la même pour tous, que l'on soit puissant ou misérable, maître? Une peine est sévère et elle est acceptable et acceptée lorsqu'elle est fondée. Ici, on a des faits qui ne justifient pas la déclaration de culpabilité de Nicolas Sarkozy, il est innocent. Alors, 5 ans, quand on est innocent, c'est beaucoup, c'est trop, c'est impossible. Je comprends qu'il se pose ces questions sur le sort qui lui est fait. Il a 70 ans aujourd'hui, vous pensez qu'il passera 5 ans en prison? Je ne peux pas l'imaginer une seconde et on fera tout pour que ça ne se passe pas. Merci beaucoup Christophe Ingrand, merci maître d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau du 20h pour réagir donc à cette déflagration, ce coup de tonnerre politique et judiciaire. On va y revenir également dans quelques instants avec l'analyse de Nathalie Saint-Cric, avec Henri Guénaud, son ancien conseiller spécial, avec Noémie Schultz qui était à l'intérieur de la salle d'audience ce matin, notre reporter police-justice et qui vous racontera exactement ce qui s'est passé. Merci à vous. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité d'abord, ce drame à Dunkerque, un homme retrouvé mort dans les toilettes d'un restaurant 30 heures après son décès. Cet employé de banque de 46 ans, père de 3 enfants, est resté enfermé pendant près de 30 heures donc dans les toilettes du fast-food KFC sans que personne ne s'en aperçoive. C'est le bornage de son téléphone qui a permis aux policiers de le retrouver. Sa famille réclame des explications au restaurant et dénonce un manque de vigilance. Anne Domy, Valentin Cruard. Comment cette enseigne de restauration rapide a-t-elle pu passer à côté du décès d'un client pendant 30 longues heures? Une semaine après la mort d'Issam Zouairi, 46 ans, sa famille est toujours en quête de réponse. Samedi dernier, sa femme et son frère ont tout fait pour remonter sa piste depuis sa disparition la veille. Les hôpitaux, les commissariats, une battue a même été organisée jusqu'à ce que le bornage de son téléphone les mène sur ce parking. On est tombé sur sa voiture garée devant le KFC. Enfin, on leur a montré la photo, si on pouvait accéder aux caméras de surveillance. Ils n'auront accès aux images que 6 heures plus tard. Les caméras de vidéosurveillance montrent Issam Zouairi la veille, qui monte aux toilettes situées à l'étage du restaurant. On fixait ces caméras en se disant bon, quand est-ce qu'il descend? Et en fait, au bout de 5-10 minutes, c'est sa sœur qui a réagi, qui a dit mais attendez, on va monter là-haut, on va vérifier les toilettes. Quand elle a ouvert la porte, c'est sa jeune sœur qui l'a trouvé, en fait, inconscient, il était mort. Sa sœur est traumatisée de l'avoir retrouvé, en fait. On est anéantis,
Moi, j'ai dû annoncer à mes 3 enfants que leur père n'était plus là. Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête. D'après les premiers éléments, les causes de la mort pourraient être naturelles. Mais que s'est-il passé pour qu'il s'écoule 30 heures avant de découvrir le corps? La famille veut savoir. Si le manager de KFC avait fait son travail de manager, c'est-à-dire faire le tour des locaux, on aurait pu déjà le retrouver le vendredi dans l'après-midi ou le vendredi soir. Je ne dis pas qu'on aurait pu le sauver. Sa mort est naturelle. Voilà, les malaises, ça arrive. Mais voilà, c'est toute cette souffrance et c'est cette attente. Là, 30 heures, on ne parle pas de 2-3 heures. Donc arrivé à un moment, il y a eu un manquement. Contacté, KFC assure que ses équipes coopèrent avec les autorités. Une enquête interne a été lancée pour comprendre les éventuels dysfonctionnements de ce restaurant franchisé et prendre les mesures adaptées. Il m'a crevé les yeux. Un ophtalmologue marseillais est visé par plusieurs plaintes pour erreur médicale. Il aurait réalisé des opérations de la cataracte non nécessaires et des traitements laser massifs qui ont parfois entraîné des pertes de vision irréversibles. Cet ophtalmo pratique toujours aujourd'hui. Nous avons pu recueillir le témoignage de 2 patientes, Noémie Dahan et Christophe Larocca. Il ne sort plus sans ses verres fumés. Il y a 5 ans, la vie de Christophe a basculé. Après une visite de routine chez un ophtalmologue marseillais. Je voyais très bien, donc j'allais vraiment pour les migraines. Il ne m'a rien dit, il ne m'a donné aucune explication ni quoi que ce soit. Et il m'a fait un laser. Une opération au laser, lui laissant des séquelles irréversibles. Je lui dis, mais docteur, je ne vois pas, c'est normal. Et là, il me dit, essaye de lire. Je dis, non, mais je ne vous vois même pas. C'est hyper rapide ce qu'il m'a fait. Donc en 5 minutes, j'étais aveugle. Il passe 1 an plongé dans le noir, les yeux protégés par ses coques en plastique, et doit dire adieu à sa carrière internationale de musicien. Je peux vous dire que c'est dur, hein. J'ai pris du poids, j'ai de la dépression, la solitude. Il a déposé plainte contre ce médecin. Ce que va faire aussi Danielle Amou. Elle aussi accuse le praticien de lui avoir fait perdre la vue après une opération de la cataracte. Il m'a torturée, Je ne peux plus conduire, je ne peux plus faire à manger, me servir un verre d'eau, je dois mettre le doigt dedans pour me servir, pour voir la distance, je versais à côté en fait. Il lui a fallu 7 interventions depuis pour essayer de voir à nouveau et retrouver un semblant de vie normale. Tout ce qu'il m'a fait, c'est irréparable. Je veux qu'il s'excuse d'avoir fait autant de mal autour de lui. Ce spécialiste a été sanctionné par l'Ordre des médecins en 2024. Mais il a fait appel de cette décision et exerce toujours au sein de ce cabinet marseillais où nous nous sommes rendus. On aimerait bien rencontrer le docteur. Il ne veut pas rencontrer le journaliste. Il ne veut pas rencontrer le journaliste. Son avocat, lui, reconnaît une seule erreur médicale. J'ai 150 témoignages élogieux sur le docteur Castelli. C'est facile de voir la petite chose qui s'est passée et dans laquelle sa responsabilité, en ce qui me concerne, est limitée. Dans cette affaire, 6 autres personnes devraient porter plainte contre ce médecin. Ce record dont on se serait bien passé, la dette française atteint désormais plus de 3 400 milliards d'euros. Elle s'est creusée de 70 milliards d'euros d'avril à juin dernier. C'est ce qu'annonce l'INSEE, une hausse qui provient essentiellement des intérêts de la dette de l'État. Et c'est dans ce contexte que la Banque Centrale Européenne vous conseille de garder du cash à la maison. Si, la BCE recommande aux citoyens de garder du liquide sur soi en cas de crise. Pas de quoi nous rassurer en cette période d'incertitudes économiques. Gaspard de Florival et Antoine Placier. Conserver de l'argent liquide précieusement chez soi, de quoi tenir quelques jours en cas de crise, c'est ce que recommande aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Car pendant la pandémie, les distributeurs de billets avaient été pris d'assaut. De même, en avril dernier, la panne d'électricité qui avait frappé l'Espagne, le Portugal et le sud de la France avait rendu impossible le paiement par carte bancaire. Alors, les Français ont-ils déjà du liquide de côté en cas de crise ? J'ai 40, j'ai 45. Pas vraiment pour ce Stéphanois en visite à Paris. Si demain il y a une grosse panne, qu'est-ce qu'on fait demain, quoi ? Vous n'avez pas assez d'argent chez vous au cas où ? Alors nous, non, on n'a pas. On n'a pas. Et puis on va pas aujourd'hui en retirer et mettre de l'argent de côté au cas où il y a une panne. On n'en est pas arrivé là. Mais peut-être qu'un jour, il faudra peut-être qu'on y pense, oui. À refaire des bas de laine comme avant. À vrai dire, j'y ai pas pensé à ça. Et j'ai pas mis de côté, mais
Maintenant que vous me le dites, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on mette de côté pour 3-4 jours au cas où. Les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande recommandent déjà à leurs habitants de garder chez eux entre 70 et 100 € par personne, de quoi tenir 72 heures. En France, un kit d'urgence existe aussi, pour préparer les crises donc, et même pour certains pays comme la Suède, la guerre. Cette brochure recommande de garder de l'argent chez soi pour au moins une semaine, une prévenance utile car les crises risquent de se multiplier selon cet expert. Entre les catastrophes climatiques, les risques de cybersécurité ou d'attaques informatiques et puis les risques géopolitiques de déstabilisation, on peut avoir de plus en plus ce type de problème sur nos moyens de paiement modernes. La Finlande teste actuellement des distributeurs de billets automatiques capables de résister aux risques de coupure et de cyberattaques. Et pour tout savoir sur les sources de nos reportages, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous le connaissez désormais. L'actualité à l'étranger, et ça commence à faire beaucoup. Des drones non identifiés ont à nouveau survolé les aéroports du Danemark, les obligeant à fermer pendant plusieurs heures. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine. L'OTAN dit prendre la situation très au sérieux. Luc Lacroix, Corto Berbet. 3 points lumineux dans le ciel danois. La nuit dernière, ce qui semble être un drone de taille moyenne a été repéré à proximité de l'aéroport d'Aalborg. Cette même nuit, 4 sites sensibles ont été survolés. En plus de celui d'Aalborg, 2 autres aéroports et même une base militaire. Les drones n'ont pas été interceptés, leurs pilotes n'ont pas été identifiés. En revanche, le trafic aérien a été interrompu et pour les passagers dont les vols ont été retardés, l'origine de ces drones ne fait guère de doute. Je suis sûr que la Russie a intérêt à rendre les choses un peu douloureuses pour nous. Maintenant que l'on a annoncé, par exemple, que nous travaillons sur des armes pour soutenir l'Ukraine. À ce stade, les autorités danoises n'attribuent pas ces survols à la Russie, mais évoquent une attaque systématique par un acteur professionnel. Avec leurs feux allumés, les drones ne cherchaient pas à être discrets. Le but de ce genre d'attaque hybride est de semer la peur, de créer la division et de nous effrayer. Lundi déjà, des drones à l'origine inconnue avaient été repérés au-dessus de l'aéroport de Copenhague. Il y a un pourcentage de chances que ça soit des drones qui ont décollé du Danemark ou à proximité. Si des drones arrivaient de très longue distance, ils seraient identifiés et ils viennent de loin. Pour qu'ils viennent de loin, il faudrait qu'ils aient une certaine taille. Et s'ils ont une certaine taille, ils sont détectables. Toute l'Europe est en alerte car le 9 septembre, des drones russes se sont écrasés en Pologne. Quelques jours plus tard, un drone est pris en chasse dans le ciel roumain. Et le 19, ce sont 3 chasseurs russes qui auraient violé l'espace aérien estonien. En Norvège, un drone opéré par un homme d'origine étrangère a été saisi par la police aujourd'hui. Le Kremlin a démenti toute implication dans le survol des aéroports danois. C'est un scrutin qui sera surveillé de très près. La Moldavie, cette ancienne république soviétique qui veut rejoindre l'Union européenne, élit son parlement dimanche prochain. Y aura-t-il des ingérences russes dans ce scrutin? C'est ce que laissent entendre de nombreux observateurs qui évoquent des achats de vote, des opérations massives de désinformation. Sur place, nos correspondants Lionel Feuerstein et Brice Boussoir. Une opération présumée d'ingérence russe stoppée à moins d'une semaine du scrutin. Des Moldaves, formés en Serbie, devaient mener des actions et manifestations violentes à l'issue du vote. Des armes et du liquide ont été saisis, 74 personnes arrêtées. Une manœuvre de déstabilisation ordonnée par Moscou, selon le chef de la police, qui a démantelé le groupuscule à temps. Ces hommes ont eu 3 jours d'exercice et d'entraînement comme des soldats, avec une discipline que l'on observe d'habitude dans les unités militaires. Tout leur financement provenait de la Fédération de Russie. Si ces élections sont source d'une telle tension, c'est parce que la Moldavie, pays de 2,5 millions d'habitants, frontalier de l'Ukraine, est un enjeu fort pour Moscou. Maya Sandu, sa présidente actuelle, ouvertement pro-européenne, fait face à de nombreuses attaques de ses opposants pro-russes. Des milliers de faux comptes ont été créés, nous explique cet expert. On l'a dit, schizophrènes ou ayant reçu pour une fécondation in vitro un don de sperme de stars comme Ricky Martin ou Elton John.
C'est tellement ridicule, mais c'est la suite logique de la propagande russe en Moldavie. Ils ont toujours essayé d'exploiter le sujet LGBT pour faire craindre aux Moldaves que s'ils rejoignent l'Union européenne, ils devront renoncer à leur foi orthodoxe. Selon cette ONG, Moscou est prêt à tout pour soutenir les partis acquis à sa cause. Des journalistes d'investigation ont d'ailleurs infiltré un réseau chargé d'acheter des voix, mais aussi de recruter des manifestants contre l'Europe. Vous allez recevoir une carte de paiement électronique. Et comme ça, je n'irai pas 20 fois à Moscou pour vous payer 1000 €. Ici, tout le monde vient pour l'argent. Ces ingérences inquiètent les électeurs partisans du rapprochement avec l'Union européenne. Oui, j'ai peur, car la Russie est une force puissante. La plupart de nos problèmes internes sont générés par la Russie. Pour les partis politiques pro-Kremlin comme le Bloc patriotique, ces accusations d'ingérence russe sont fantaisistes. Je connais toutes les routes du business, officielles et non officielles. C'est impossible d'apporter de l'argent de la Russie et de corrompre le système électoral. Quand les autorités parlent de l'influence russe, je n'y crois pas, c'est un fake. Les pro-européens garderont-ils leur majorité au Parlement ou devront-ils laisser la place aux partis sous influence russe? Les derniers sondages pour ce dimanche donnent des résultats très serrés. Et on suivra ça ce week-end. Au Proche-Orient, l'armée israélienne continue de resserrer son étau sur Gaza. De plus en plus de familles fuient le cœur de Gaza-ville. Elles partent vers le sud, à pied, parfois sur des charrettes, abandonnant leur maison, comme ce père et son fils que nous avons pu suivre une journée entière dans leur exode. Reportage Arnaud Miguet, Fayez Aboussa. L'heure d'un départ contraint est arrivée. Apporte le sac. La famille Ziada se résigne à quitter sa maison, sa ville Gaza, en portant tout ce qui peut l'être. Même une des portes de leur appartement découpée en planches, cela pourra servir pour consolider une tente. Et le petit Zahir, 8 ans, aide son père Mohamed. Les Israéliens ont jeté des tracts par avion pour nous dire de partir. On doit aller dans le sud. Donne-moi ces cordes. L'armée israélienne resserre son étau sur cette ville, bombardée en permanence. Eux sont restés tant qu'ils ont pu et tant qu'on leur a demandé de le faire. Le Hamas nous a dit de rester, mais à quoi bon s'ils ne négocient pas la paix? Reverront-ils leur maison? L'ancien ouvrier du bâtiment de 29 ans et son fils entament leur périple en éclaireur. Ils vont devoir ainsi marcher 18 km. Il fait 35 degrés au soleil. Cette route côtière est la seule voie autorisée par l'armée israélienne pour des milliers de Gazaouis poussés vers le sud de l'enclave, comme Mohamed, Abou Ziada et Zahir. Elle doit les amener de la ville de Gaza au camp de déplacés de Nuseirat. On peut passer là? Oui, vole! La route de l'Exode est encombrée. Il faut se frayer un chemin entre les voitures, les camions, les charrettes. Plus de 550 000 personnes ont fui la ville de Gaza depuis le début de l'invasion terrestre israélienne, il y a plus d'une semaine. À la tombée du jour, Zahed et son père sont toujours sur la route. Sois patient. Après 7 heures de marche, ils arrivent au camp. Mohamed Abou Ziada, lors d'un voyage précédent, a déjà monté une tente, reste maintenant à l'aménager. On nous avait dit qu'il y aurait ici de l'eau, de la nourriture, des soins, des médecins, mais il n'y a rien de tout ça. Demain, le reste de la famille les rejoindra. Pour combien de temps? Personne ne le sait. Voilà pour l'actualité dans le monde. On revient évidemment, je vous le disais, sur la principale actualité de la journée en France. Cette déflagration politique et judiciaire pour la première fois dans l'histoire de la République. Un ancien président ira en prison. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. Et même s'il fait appel, il ne pourra pas éviter la prison puisque le tribunal a prononcé une condamnation avec mandat de dépôt. On écoute l'ancien président. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France.
Et on en parle avec Henri Guénaud. Bonsoir. Vous Bonsoir. avez été le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée pendant 5 ans, son proche conseiller. Je reviens vous voir dans un instant. Vous allez donner votre réaction à cette condamnation. On est également avec Nathalie Saint-Cric pour l'analyse politique, avec Noémie Schulz. Noémie, je vais commencer avec vous. C'est vous qui avez suivi tout ce procès pour France Télévisions. Vous étiez dans la salle d'audience ce matin et vous m'avez dit « j'ai rarement vécu ça ». Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce délibéré a duré d'abord très longtemps, près de 3h30, et qu'il y a eu des étapes au fur et à mesure. On a vite compris que Nicolas Sarkozy allait être condamné, puisqu'il ne faisait pas partie des 3 prévenus totalement relaxés, notamment Éric Woerth. Mais assez rapidement, la présidente, qui a vraiment motivé cette décision, a repris tous les éléments que l'accusation avait présentés pendant le procès, eh bien, a expliqué que certains de ces éléments n'avaient pas été retenus faute de preuves. Et on a vu tomber 3 des 4 chefs d'accusation, notamment le financement illégal de campagne électorale et la corruption passive. Donc là, on a pu presque deviner, même si je n'étais pas dans la tête de ceux qui étaient dans la salle, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, mais deviner peut-être une sorte de soulagement en se disant, bon, il ne reste plus que l'association de malfaiteurs. La peine qui avait été requise était de 7 ans de prison. Ce sera forcément une peine moins lourde. Et puis, là, il est aux alentours peut-être de 12h30. On s'approche du prononcé des peines. Donc, on va bientôt savoir le quantum des peines qui vont être prononcées. Et là, je constate qu'il y a beaucoup de policiers dans la salle d'audience. C'est souvent le signe que des mandats de dépôt vont être décernés. Très rapidement, un mandat de dépôt est décerné pour Alexandre Djouri, qui ce soir d'ailleurs est en prison. Un mandat de dépôt, juste, il faut préciser, c'est-à-dire, vous dites qu'il y a beaucoup de policiers qui rentrent dans la salle. En général, un mandat de dépôt, c'est la peine tombe à la prison et il part directement en prison. Le mandat de dépôt, c'est le fait qu'on va exécuter immédiatement la condamnation, même si vous faites appel. Donc on comprend qu'il va sans doute y avoir des mandats de dépôt. Nicolas Sarkozy s'avance à la barre et il écoute donc la présidente qui le condamne non seulement à 5 ans de prison ferme, mais avec ce mandat de dépôt différé avec l'exécution provisoire. Et là, la salle est comme saisie. Alors, vous savez qu'on n'a pas le droit de réagir, on n'a pas le droit de crier, de commenter, mais on entend un comme ça dans cette salle d'audience, parce que, clairement, personne, ou presque, peut-être certains l'avaient-ils prédit, ne s'y attendait. Alors justement, Nathalie Saint-Cric, vous avez parlé à Nicolas Sarkozy il y a quelques jours. Est-ce qu'il s'attendait à cette peine-là ? Est-ce qu'il vous a dit « il se peut que je rentre en prison » ? Il l'envisageait évidemment. Il n'était pas du tout claironnant du jour je vais m'en sortir, d'abord parce qu'il a déjà eu maille à partir avec la justice, ensuite parce que les choses étaient ouvertes et plusieurs hypothèses avaient été même évoquées par son avocat, il vous l'a dit tout à l'heure, y compris que le mandat de dépôt soit immédiat. Enfin, tout ça a été prévu et il n'était pas du tout faro, si j'ose dire, du genre ça va bien se passer. Donc il était inquiet, mais comme il est combatif, il avait déjà décidé de ne pas se laisser faire, même si de toute façon il n'a pas grand-chose à faire maintenant. C'est un séisme politique sur la vie politique française, Nathalie. Je veux dire, quand on voit les réactions des uns des autres, de son propre camp, qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? Alors, je retiens 2 choses. Une, que contrairement à dans le temps, si j'ose dire, ou contrairement à la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui est de s'en prendre à la justice, les autres ont tous dit c'est un homme merveilleux, c'est leur amour de 2007, si j'ose dire. C'est celui qu'ils ont aimé dans la campagne, mais personne ne s'est lancé dans une critique de la justice qui est notable par rapport à dans le temps. Sauf François. Sauf lui, c'est lui a commencé par, mais les autres n'ont pas emboîté le pas, sauf François-Xavier Bellamy. Celui qui a été probablement le plus en avant, c'est Bruno Retailleau, qui lui a fait allusion aux 3 sujets de relax, laissant entendre que s'il y avait ces 3 sujets de relax, c'était quand même étonnant qu'il y ait de ces condamnations. Et on peut vous parler de séisme, ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'il y a dans certaines réactions de l'opposition, enfin de la gauche, de LFI et des écologistes, une espèce de jubilation, se disant, eh bien, laissant entendre qu'elle a voulu, la magistrate a pris ça pour l'exemple. On peut dire l'exemple, c'est pas dans un procès, on n'est pas un exemple, on est un cas, on a des preuves et tout ça. Et il y a dans les commentaires comme la personne qui a dit, eh bien, il fera son quinquennat en prison. C'est quelque chose d'un peu jubilatoire et peut-être un peu déplacé. Henri Guénaud, votre réaction quand c'est tombé ? D'abord, une réaction de surprise, comme tout le monde, parce que le début de l'audience ne laissait pas présager une telle sentence. Quand vous êtes disculpé sur les principaux chefs d'accusation, forcément, on ne peut pas s'attendre à une peine aussi lourde et avec une telle volonté d'humilier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi humilier ? Pourquoi vous trouvez que cette peine est humiliante ? Je pense que le mandat de dépôt avec exécution provisoire est humiliant, puisqu'il s'agit de faire en sorte que, de toute façon, il aille faire un passage en prison. Bon, alors la présidente a parlé de faits d'une exceptionnelle gravité. Hein.
Oui, alors, on est juste sur le mandat de dépôt avec exécution provisoire. L'exécution provisoire, elle a sa place dans le code pénal, elle est nécessaire pour beaucoup de cas. C'est sûr que vous avez un pédophile, un tueur en série, un violeur, etc. Ou quelqu'un de très violent qui est dangereux, vous pouvez faire une exécution provisoire, c'est tout à fait normal, vous l'enfermez tout de suite. Bon, très bien. Là, ça ne correspond à aucun de ces cas, il ne risquait pas de s'enfuir, il ne risquait pas de recommencer tant qu'il n'est plus ministre ni président de la République. Et donc quoi, vous avez trouvé... il s'agit de le mettre en prison. Vous savez, c'est la même histoire que celle de Mme Le Pen. Je suis l'avocat ni de l'un ni de l'autre, mais quand on dit je ne veux pas qu'elle se présente à la présidence de la République, et donc je fais une exécution provisoire. Donc vous êtes en train de nous dire que la justice est politique à vos yeux? Pas du tout. Moi, je ne rentrerai pas sur le terrain de la politique. Je pense qu'il y a un problème avec la justice. Si vous permettez, avant, juste, moi, j'ai éprouvé aussi une très grande tristesse en entendant ça. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié, et donc ce qu'on lui fait est quand même très, très dur à vivre. Voilà. Ensuite, politique, non, pas seulement. Il peut y avoir, il y a des magistrats politisés, mais ils ne sont pas tous politisés. Simplement, il y a aujourd'hui dans la justice une forme d'ivresse de toute puissance. C'est-à-dire, il n'y a plus de limite. Vous savez, dans les rendus des jugements, il y a forcément une part de subjectivité, puisque ce sont des hommes qui rendent des jugements. La question est de savoir quelle doit être la part de subjectivité. Et aujourd'hui, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire, on vous dit, écoutez, il ne pouvait pas ne pas savoir. Bon, il ne pouvait pas ne pas savoir, et il a laissé faire. Bon, mais c'est mon intime conviction. Est-ce que vous avez une moindre preuve? Non, mais c'est l'intime conviction que... c'est un point de droit, Noémie Schulz, non? Pardon, juste, il ne viole pas la loi en faisant ça. Mais simplement, il pousse tellement loin la subjectivité que ça devient insupportable. C'est-à-dire, c'est plus de la justice. Noémie Schulz. C'est vrai que cette exécution provisoire interroge, puisque un des principes en France, c'est le double degré de juridiction qui fait que si vous êtes condamné, vous avez le droit à un nouveau procès. Et que généralement, le fait de faire appel suspend l'exécution de la peine et vous êtes libre en attendant votre procès. Vous l'avez dit, il y a plein de cas où la personne part immédiatement en prison. Là, la présidente a expliqué pourquoi elle décernait ce mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire, et elle a effectivement parlé de cette exceptionnelle gravité. On peut rappeler juste ces faits. C'est cette entente entre Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant et Ziad Takedine dans le but d'obtenir l'engagement de la Libye qu'elle allait verser de l'argent pour financer la campagne présidentielle de 2007. Et la présidente dit, peu importe si la procédure n'a pas permis de retrouver l'argent dans la campagne, la préparation suffit à caractériser le délit d'association de malfaiteurs, même si le but n'est pas concrétisé. Claude Guéant, encore un mot sur cette condamnation. Sur la Henri Guénaud, pardonnez-moi. Oui, dit exceptionnelle gravité, mais qu'est-ce qui est d'une exceptionnelle gravité? Les motifs qui ont été, les motifs d'inculpation qui ont conduit à la relaxe, pour lesquels il a été relaxé. Bon, il a été relaxé, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de preuves. C'est-à-dire qu'en réalité, la première partie du jugement dit, au fond, ce qu'a fait le parquet financier ne nous apporte aucune preuve, aucun élément qui permette de le condamner. Bon, donc les faits d'une exceptionnelle gravité, ils ont disparu du paysage. Ensuite, on me dit, l'association de malfaiteurs, c'est un fait d'une exceptionnelle gravité. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une préparation. Où sont les preuves, les indices de la préparation? Les rencontres. Mais les rencontres, c'est personne Guéant. ne sait ce qui s'est dit dans ces rencontres. Mais là où moi je suis quand même au-delà même du cas de Nicolas Sarkozy, du mal qu'on lui fait sans avoir de preuves, il y a une deuxième chose quand même qui est dramatique dans cette histoire, c'est c'est une sorte de coup d'État judiciaire contre la séparation des pouvoirs. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un pacte de corruption, il faut des contreparties. Bon. Vous allez loin, un coup d'État judiciaire, oui, vous allez loin. C'est un coup d'État judiciaire contre la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un coup d'État militaire, mais c'est un coup d'État judiciaire parce que la séparation des pouvoirs, c'est le fondement même de l'État de droit et c'est le fondement même d'une constitution démocratique. Or, qu'est-ce qu'on a fait pendant tout le procès? Pendant tout le procès, on a cherché la preuve qu'il y avait une réunion de malfaiteurs qui cherchaient à soutirer de l'argent à la Libye à travers la politique, l'action extérieure du ministre de l'Intérieur et ensuite celle du président de la République. On n'a parlé que de ça. En fait, c'était le cœur des débats. Et ça veut dire que la politique étrangère de la France et l'action du ministre de l'Intérieur ont été jugées par le tribunal correctionnel. Et ça, c'est impensable. C'est-à-dire que là, on est sorti de toutes les limites.
Là, vous mettez en doute quand même l'indépendance de la justice. Non, vous pas du tout. Vous l'accusez d'un coup d'État judiciaire, de tout mélanger. Mais c'est pas la justice qui est en cause. C'est ce qu'en font les juges aujourd'hui, et en particulier, il n'y a aucun moyen juridique d'imposer le respect de la séparation des pouvoirs en réalité dans le système judiciaire actuel. Il faudra peut-être y réfléchir, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce que je veux dire, c'est que pour que une société fonctionne, il faut que tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir se mettent eux-mêmes des limites. Et il n'y a pas que les limites institutionnelles. Et là, plus personne ne se met de limites dans cette société. On entend en tout cas votre position ce soir. Merci Henri Guénaud d'avoir été avec nous et de nous avoir réservé votre réaction ce soir. Merci à Nathalie Saint-Cric et merci à Noémie Schultz. C'était les nouvelles du monde en ce jeudi 25 septembre. Vous retrouvez Loïc Delamornay, Canal 16 sur France Info. Tout de suite la météo de Sébastien Thomas, suivi de la soirée de l'info, envoyé spécial avec Élise Lucet, puis complément d'enquête avec Tristan Walex. Demain 6h30, Télématin avec Maya Loquet et Damien Thévenot. À 13h, Julien Bugier. À 20h, Laurent Delahousse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain et vous souhaite une très belle soirée sur France Télé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16.